Et souriez, la vie est belle. Souriez, la vie est belle. Bonjour Atmen, Bonjour Dessal, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette pause bonheur. merci à toi. Aujourd'hui, on va parler de ce que tu viens de faire, des bols tibétains, on va parler d'autres instruments aussi que tu utilises dans tes pratiques. Mais avant tout, je te demanderai tout d'abord de te présenter à nos chers amis qui vont nous suivre à travers cette pause bonheur. Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Merci Ntessa pour cette invitation et ça me fait vraiment plaisir. J'ai grand plaisir à te rencontrer à chaque fois et d'échanger avec toi. Ça s'est passé facilement la première fois où on s'est rencontrés. Et alors, je m'appelle Atman et avant de me présenter, j'ai envie de présenter ce lieu magnifique où on est qui s'appelle Soukoun, qui se trouve à Rabat, dans un quartier qui s'appelle Lagdel. Et c'est un endroit pour moi magique et dans lequel j'officie, où j'interviens régulièrement dans la semaine et à travers les soins énergétiques, à travers l'accompagnement ou la guidance, comme j'aime bien le dire, du yoga, le Thai yoga massage et également la réflexologie plantaire. Voilà. J'ai commencé quand le yoga a commencé avec moi dans ma vie, où on est tombé dans les bras l'un de l'autre, un peu avant 97, disons 92, où c'était la respiration. D'accord. La respiration, c'est l'élément fondamental. On vient, je sais, on le dit souvent, mais c'est une vérité, on vient dans le monde avec un inspire et on repart de son monde par un expire, et dans l'intervalle, on respire. Et on a l'impression que c'est une chose qui doit se faire naturellement, oui. mais non. Parce qu'un yogi ne laisse pas la respiration se faire toute seule. Il est en présence de sa respiration. Parce que si j'observe et j'écoute ma respiration, elle va me donner des indications, des indicateurs sur mon état à moi. Si j'ai une respiration rapide, c'est que émotionnellement, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, c'est pas facile de dire je veux me calmer, ça marche pas. À moins de se prendre un médicament et là, Oui, ça chute tout de suite. on va être zen de manière chimique. Par contre, je peux travailler sur ma respiration, la ralentir, prendre un long inspire, un expire beaucoup plus long et de facto, le mental va être affecté. En 97, c'était mon premier cours de yoga et ça se passait à Casa avec Françoise Courtois. Si jamais elle regarde cette vidéo, elle se trouve en France actuellement. Une dame magnifique et c'était un style très doux. J'ai envie de le qualifier de féminin. D'accord. Féminin, doux, léger et c'est beaucoup dans les étirements, principalement les membres inférieurs. Étant quelqu'un qui pratiquait le sport, je savais ce que c'est que le travail sur son corps et ce qu'on appelle le bien-être du... Mais là, ce qui m'a épaté, c'est que comment de simples mouvements, sans avoir à faire un effort très intense, ce que ça a impacté au niveau émotionnel, au niveau psychisme, et j'étais scotché. Et ce n'est que... En rencontrant mon deuxième prof en 2004, M. Mal, qui est architecte de formation et yogi par passion. Et c'est là où je me voyais souvent, c'est arrivé dans ses cours, je me voyais en train de faire le cours à sa place. Et j'avais enlevé cette possibilité, ce scénario de ma tête, parce que c'était pas ça le plan que j'avais dans ma tête. Mais il était là déjà inscrit en moi. Et ce n'est qu'en 2009 où je me retrouve en Inde et je fais cette super magnifique formation dans ce pays extraordinaire qu'on peut détester, et c'est vrai, et
pas à juste raison, mais je comprends si on peut le détester, parce que ça peut vibrer et ressortir des choses en soi. Comme on peut tomber fou amoureux, et ça c'est mon cas. Et ce que j'ai découvert là-bas, c'est que je suis parti pour rentrer au pays et justement pouvoir partager le yoga. Mais ce que j'ai découvert, c'est que le yoga, le fait de guider des personnes à travers le yoga, qui ne reste qu'un outil, formidable outil, mais qu'un outil, ça peut aider les personnes à bâtir de la paix en soi. Personne au monde ne peut la bâtir pour nous que nous-mêmes. Et c'est un travail. C'est un travail qui se fait. Voilà. Je voudrais bien qu'on partage avec nos amis une définition de ce qu'est le yoga pour ceux qui n'ont jamais exercé le yoga. Je sais que c'est tendance, on en parle souvent, on en pratique parfois, on aimerait découvrir. Pour certains, ils ont eu cette occasion, pour d'autres pas encore. Mais pour définir le yoga en quelques mots, Atman, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Le yoga, déjà, c'est une pratique très très ancienne, plusieurs fois millénaire. C'est tout simplement, et ça c'est une thématique qui t'est chère je crois, c'est le travail sur le corps. Et bien justement c'est un travail sur le corps. Alors certains peuvent dire, est-ce que c'est un sport? Non, ce n'est pas un sport. Ce sont des exercices corporels, certes, mais ce n'est pas un sport. Alors c'est quoi la différence? C'est que on fait entrer de la conscience dans la pratique du yoga. Un simple exemple, si on joue au foot, oui c'est un exercice physique, mais il y a le jeu et il y a l'enjeu, d'accord? Et un joueur qui va tirer pour marquer, d'accord? Il n'est pas en conscience de sa cuisse droite qui va shooter, le pied gauche qui est en appui, qui va lui permettre de balancer sa jambe et de... Alors qu'un yogi, justement, pas qui joue le foot, mais lorsqu'il fait un exercice, à la fois je suis en conscience des parties que j'étire et en conscience des parties que je n'étire pas. Et c'est beaucoup plus une conscience globale, unitaire. À la fois je suis dans qu'est-ce qui bouge en moi et à la fois je suis présent à ce qui ne bouge pas en moi. Et c'est pour ça aussi la bonne nouvelle, c'est que toute pratique individuelle, style la marche à pied, la natation, le tir à l'arc, le golf, j'ai envie de dire aussi. Pratiquer avec cette conscience le golf, c'est pas seulement un exercice que je peux rendre yogi, mais je peux aussi le rendre profondément méditatif. Je m'en suis rendu compte la fois où j'ai voulu taper, je pensais que il fallait taper très très fort pour envoyer très très loin. Non, c'est beaucoup plus de la justesse, de la précision et de la concentration. Et on oublie aussi que la pratique du yoga, ça permet de développer sa concentration. Bien sûr, j'aime cette pratique-là. Il y a plein d'autres choses qui peuvent développer ce genre la concentration, comme les jeux de réflexion, comme les échecs, comme le jeu de Go, etc. Et donc, toute pratique où je mets toute mon attention dedans va me permettre d'être dans un état de concentration beaucoup plus important. On le voit d'ailleurs. Si tu as un livre que tu es en train de lire et que tu es absorbé, cet état d'absorption, c'est quoi? C'est de la concentration. Et je pourrais m'adresser à toi. Oh, on dit ça. Non, tu es dans l'histoire. et pourquoi? Ça ne veut pas dire que tu n'entends pas. En fait, tu n'entends pas. Ton sens de l'écoute, il est profondément plongé dans ce que tu es en train de vivre. Si le gars dans le bouquin a dit un mot, tu entends le son de sa voix. Et c'est pour ça que parfois quand on voit un film, on est un peu décontenancé parce que c'est pas ça que j'avais en tête. La voix de telle personne était comme ci, comme ça. Donc, ce genre de technique, le yoga, ça nous permet de développer la concentration. Mais avant d'aller sur concentration, tu veux te poser une question sur qu'est-ce que yoga? Yoga, c'est mettre ensemble corps, mental, esprit. Nous sommes éparpillés. Et plus on avance, au XXe siècle, on l'était déjà. Le XXIe siècle, on l'est de plus en plus. Merci nos smartphones. Merci Internet. Non, je plaisante. Je plaisante à peine. Ce ne sont que des outils. Encore une fois, comme le yoga. Il n'y a rien qui est bien ou mal dans l'absolu. Tout à fait. À nous de les utiliser à bon escient.
Et c'est vrai qu'on est tenté d'abuser de ces gadgets. Mais bien sûr que merci Internet, merci notre téléphone, parce qu'il nous facilite la vie. Merci ma voiture, qui me permet d'aller d'un point A à un point B facilement. Mais la chose, c'est nous créons des liens de dépendance. Pour moi, le yoga, comme je le vois, c'est en fait, ça nous libère. Ça nous libère des contingences physiques, ok, par le fait d'explorer ce corps physique. Et je dis souvent à mes élèves, les postures de yoga ne sont pas là juste pour faire une posture, c'est un prétexte, une excuse pour voyager à l'intérieur de moi-même et de voir ce qui est à l'intérieur, quelles sont les possibilités. Le problème souvent, c'est que nous sommes trop dans le mental. Et encore une fois, le mental n'est pas mauvais. Mais nous sommes tellement addicts au mental que là, j'aurai une frustration. Pourquoi je n'y arrive pas à m'étirer comme fait une tissard et elle y arrive, elle est, je vais dire n'importe quoi, plus âgée que moi, moi je suis plus jeune et j'y arrive pas. Donc ça va créer de la frustration, de la tension en moi. Je suis distrait. Au lieu d'être concentré sur moi-même. Et là, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la pratique où j'ai reçu mon enseignement, qui s'appelle l'école Shivananda. Et dans cette pratique, on pratique les paupières closes. L'œil est un organe magnifique. On peut voir des choses, des couleurs, etc. Mais c'est aussi, quelque part, une malédiction. Malédiction, le sens où ça peut nous distraire facilement. Et pour justement rentrer, plonger à l'intérieur, eh ben, c'est de fermer les paupières. Alors, je vais te démontrer la chose, on le fait tous et toutes. C'est quoi? Quand on écoute un bon morceau de musique, qu'est-ce qu'on fait? Naturellement, on ferme les yeux. On ferme. Mais on le fait inconsciemment. Pourquoi? Pour que les autres sens soient plus à l'écoute, et notamment mes oreilles. Et aussi peut-être mes émotions, de facto. Ça me rappelle ceci, cela. Quand on mange... Quand on apprécie énormément ce qu'on est en train de déguster. Moi, je suis fan de chocolat noir. Ben, quand on déguste un bon chocolat noir, on ferme les yeux pour apprécier. Et justement, quand on veut se connecter à soi à l'intérieur, eh ben, fermer les yeux nous permet aussi de plonger à l'intérieur. Bien sûr, au départ, j'ai besoin de regarder pour comprendre comment est le mouvement, et ensuite d'oublier le mouvement. Ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que nous avons cette constante de vouloir imiter exactement comme fait l'autre. Mais l'autre, c'est pas moi. Oui. On a des points communs, oui. Mais moi, je suis particulier, je suis unique. Comme toi, tu es particulière et unique. Et cette chose qui est unique en soi, à nous de plonger en l'intérieur, de la chercher, de l'honorer. Oui. Ce que tu dis me renvoie vers cette idée qui commence à devenir obsessionnelle en quelque sorte, qui est la performance. On cherche toujours à faire et bien faire, et donc on est toujours concentré sur le résultat. Bon, certaines personnes qui pratiquent le yoga et qui vont chez certains maîtres, ils peuvent aussi croire que le yoga n'est qu'une activité qui cherche à se réaliser à travers la performance physique. Mais ce que tu proposes et ce que j'entends à travers ce que tu dis, c'est que ça peut être toute une autre histoire, c'est-à-dire cette connexion à un corps qu'on n'écoute peut-être pas assez, qui nous permet de découvrir certaines choses à côté desquelles on passe. Si j'ai souri, c'est que tu as parlé du mot performance et que moi j'ai envie de dire hélas, c'est que le yoga, c'est à mon sens, c'est comme ça que je le comprends, c'est une proposition pour justement ralentir cette marche folle de nos sociétés, cette déconnexion totale. Alors qu'à l'opposé, on voit que certaines écoles, par exemple, sans les nommer, mais on voit aussi des pratiques, même en Inde, là d'où vient le yoga, où il y a des compétitions de yoga. Qu'est-ce qu'on va mesurer? Un degré de concentration. Ça, c'est encore plus difficile. Mais dire, lui, il tient la posture, il est beaucoup plus droit que l'autre, etc. Mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et c'est pour moi du dévoiement par rapport à cette pratique qui est du développement personnel, il n'y a pas tant des mots. Je me développe moi. Je ne développe pas le voisin ou la voisine. C'est moi avec moi-même, avec mes qualités, avec mes défauts, de m'accepter comme je suis,
Et là, quand je dis ça, je ne peux pas ne pas penser à un psychologue célèbre suisse, Carl Gustav Jung, qui dit la chose suivante. On ne peut rien transformer si on n'accepte pas cette chose d'abord. Tout à fait. Et ça peut paraître bizarre. J'ai de l'embonpoint, ah j'aime pas ça. Mais d'abord c'est de l'accepter. Merci la vie parce que certainement cet embonpoint est venu pour une raison ou une autre. Et cette raison peut-être que j'aurais pu faire pire pour faire face à tel ou tel problème affectif ou j'en sais rien. Et donc merci d'abord à l'état dans lequel je suis. Et ensuite j'avance pour transformer, pour aller vers un mieux-être. Oui. Voilà. Et la performance, hélas, elle existe également dans le yoga, dans certaines pratiques de yoga. Pas comme je le partage, Oui. parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien dans le sens où, quand une personne a envie d'atteindre, par exemple, la posture sur la tête, qui est une des postures les plus difficiles, et aussi les plus risquées, parce qu'on peut se rompre le cou. Le but n'est pas de faire une posture pour faire la posture. Il y a des indications, il y a aussi des contre-indications. Donc, je peux avoir cette envie d'aller vers la posture, mais la chose c'est moi je dis souvent, c'est d'apprivoiser les postures. On n'a pas à rentrer en force dans les postures. J'ai envie de maîtriser cette posture, j'y vais tout doucement. Et il y a des étapes. Et souvent, qu'est-ce qu'on veut? On veut brûler les étapes. Je veux tout de suite arriver à ça. J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs avec mon corps dans la pratique du yoga. Et merci à ces erreurs, parce que je fais encore plus attention. Au départ, quand je partageais le yoga, j'avais cette hantise que quelqu'un se blesse dans un de mes cours. Et ça, je pense que beaucoup de personnes qui guident dans la voie du yoga ont dû avoir un jour ou l'autre cette hantise. Et puis, jusqu'à ce que je m'en libère un jour. Et je dis ce que j'ai à dire, et puis les gens vont prendre ce qu'ils ont à prendre. Et si les gens se font mal, je ne le souhaite pas, bien sûr. Mais c'est un moyen aussi de comprendre des choses. On avait déjà évoqué cet exemple. Un enfant lui dit ne touche pas le feu. Ce qui est chaud. Oui, ce qui est chaud. Et si tu touches, tu risques de te brûler. Mais pour lui, c'est complètement abstrait. Et pour comprendre, lui, il va toucher. Et là, il va se brûler. On n'espère pas qu'il se brûle. Mais c'est l'expérience. Et justement, le yoga est une méthode qui nous permet d'expérimenter des choses grâce à ce outil formidable qui est le corps physique. Oui. Cette machine formidable qui nous fait en quelque sorte découvrir l'expérience autrement, en quelque sorte, au lieu de rester au niveau du mental. Tu as dit il n'y a pas de mal à se servir en quelque sorte du mental parce qu'il est là de toute manière. Moi, ça me renvoie vers les bols parce que c'est une expérience que j'ai vécue grâce à toi et je trouve ça tellement magique. J'ai envie qu'on en parle parce que l'effet de ces bols sur le corps de l'être humain, c'est quelque chose qui est pas, qu'on peut pas rencontrer dans notre vie du quotidien parce que c'est quelque chose de vibratoire très très fort. Moi je pense que l'expérience on pourrait la toucher, l'apprivoiser, mais elle reste très très légère et très subtile. Mais avec les bols c'est beaucoup plus prononcé. Ils sont en train de rougir là, tu les fais rougir. Non mais la chose c'est que en fait nous vivons constamment avec les sons, avec les vibrations. D'ailleurs plus si c'est en Suisse ou en Hollande, où la productivité de certaines vaches laitières a été augmentée de je ne sais plus quel pourcentage lorsqu'on leur a mis de la musique classique. Ça ne m'étonne pas. Il y a une expression qui dit la musique adoucit les mœurs. Mais attention, quelle musique? Si je mets une musique hard ou... ça dépend. Alors s'il y a parmi nous des personnes qui regardent et qui aiment la musique hard, il y a certains styles musicaux qui sont très haut perchés, qui nous font dresser les cheveux. Je ne sais pas moi, je n'en ai pas beaucoup, mais qui peuvent faire dresser les cheveux. Donc, pour revenir au bol, c'est le même principe. C'est que c'est des sons, c'est des vibrations. Et ces vibrations rentrent en communion avec le corps physique. Et plus spécialement avec les liquides corporels. Et en fait, ils agissent d'une manière
euh, comme des vagues qui circulent, des vagues énergétiques qui circulent dans le corps, et là où elles rencontrent un nœud énergétique, eh ben, elles butent dessus. D'accord. Et quand elles butent dessus, eh ben, elles essayent de pousser, de pousser. Et on peut ressentir une sensation non agréable à travers les bols. J'ai eu plusieurs fois l'expérience où c'était une rencontre méditative sonore avec les bols par exemple, et où des personnes ont senti des douleurs, et à la fin, lorsqu'on a échangé, oui, j'ai eu mal et c'est drôle, c'est exactement l'endroit où j'ai mal à l'épaule. Et en fait, ça va en résonance dans les endroits où il y a un problème. Quelqu'un qui réfléchit trop, qui a la tête pleine, et ben, on peut avoir une douleur dans la tête. Ça peut créer une sorte de migraine. Donc ça va là où ça a besoin d'aller. La chose qu'il y a à faire, c'est que, si c'est possible, c'est de respirer et d'allonger, en allongeant, en étirant son souffle durant l'expérience, pour que ça puisse diminuer en intensité. D'accord. Voilà. Ceci dit, est-ce que c'est une expérience qui nous permet de ressentir un état de bien-être en fonction de notre réception à cet outil, j'ai envie de dire, ou on peut vraiment rien prévoir et la majorité, c'est au cas, c'est au cas par cas plutôt. En fait, cette notion de bien-être, c'est une notion qui me plaît pas beaucoup. Je vais te dire pourquoi. Oui. Je vais vous dire pourquoi. Si j'aime ou je veux être que dans le bien-être, c'est que je me refuse à cette chose qu'on appellerait mal-être. Et en fait, la chose, c'est ne vouloir ni l'un ni l'autre, mais d'être au centre. C'est être. Ça semble philosophique, mais ça l'est pas. C'est vraiment très simple. Est-ce que je veux plus le jour ou je veux plus la nuit? C'est pas possible les deux. On a besoin des deux. Est-ce qu'on veut une société faite que de femmes ou d'hommes? Oui, il y a eu, je sais, les Amazones, mais bon, il paraît que c'est une légende. Mais on a besoin des deux. Et les Amazones, eh ben, elles kidnappaient des hommes pour la reproduction. Donc elles avaient besoin à un moment donné des hommes. Tout à fait. Donc on a besoin, les opposés, comme je dis, la philosophie du Tao le dit, c'est les opposés se complètent. Ils se complètent. Ils ne sont pas en guerre, mais ils se complètent. Donc cette notion de bien-être, si on n'est que dans bien-être, eh ben, le mal-être, je vais me refuser. Et si, par hasard, il n'y a pas de hasard, je suis dans quelque chose qui pour moi est mal-être, je vais très mal vivre la chose. Parce que je suis que dans cette chose qu'on appelle bien-être. La chose, encore une fois, c'est d'être au centre. Et comme on le dit, le meilleur endroit, c'est le centre, c'est le milieu, la voie du milieu. Pour moi, c'est là où on devrait être pour pouvoir apprécier les choses. D'être impacté émotionnellement, d'être impacté aussi physiquement par les choses, mais de revenir à mon centre. Si je m'attache trop à une expérience bien-être, c'est ce que je dis souvent quand je partage des séances de méditation, souvent, alors je vais raconter une anecdote, il n'y a rien de mieux pour illustrer. Une fois, quand j'étais sur Casablanca, et il y avait une méditation que j'organisais en bord de mer à Indiev. Donc le site est idéal, la mer en contrebas, la plage, très tôt le matin. J'avais quelques-uns de mes élèves qui venaient, avec lesquels je guidais par le yoga. Et une amie m'a dit, est-ce que je peux amener une amie à moi qui en aurait bien besoin? Je dis, ok, pas de problème. Donc elle vient, elle pratique, elle dit, waouh, c'est génial! Pour la toute première fois, il y avait le vide dans ma tête. Et ça aussi, je récuse le vide. Il n'y a pas de vide dans la tête. Mais pour elle, le fait qu'il y avait plus ce bavardage, c'était Eureka, c'était quelque chose. Alors je lui ai dit la chose suivante, attention, ne t'attache pas à ton expérience. Et c'était ça, une des erreurs que nous faisons, nous nous attachons. Le week-end suivant, elle revient. Elle veut atteindre le même état. Bien sûr, parce que je veux ça. Je veux ce truc magique que tu fais dans la méditation et que... Et puis, il n'y a pas de magie. La magie, elle est en nous tous et toutes. La chose qu'il y a, c'est que
à chaque fois une méditation, je pose la question aux gens, comment était-ce elle ne pouvait même plus parler. Je me suis dit, elle a dû vivre quelque chose de traumatisant peut-être. Et j'ai dit à son ami, s'il te plaît, pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, durant la semaine, il m'appelle, me dit, en fait, elle a revécu la scène où où elle avait une dispute avec son ex-mari. Le fait que son mental lui ramène à cette expérience, ça a gâché son moment vide dans la tête. Parce que justement, elle était trop attachée à faire du vide, donc bien-être pour elle, plutôt que de vivre ce que j'ai à vivre dans cet instant présent. Et ça, c'est la chose aussi, c'est accueillir ce qui vient dans cet instant. Si on veut un magnifique ciel bleu, et je sais que les touristes, quand ils viennent au Maroc, on nous a vendu un magnifique ciel bleu, mais là il pleut. Et ben c'est d'accueillir ça peut pleuvoir. Et bien sûr que ça peut pleuvoir. Et dans une contrée comme le Maroc, on a besoin de bien pluie. Sûr. Et donc la chose, c'est que, heureusement qu'il y a les saisons, je sais maintenant c'est un sujet un peu difficile avec les changements climatiques, mais la chose qu'il y a, c'est que si je peux agir sur une chose, j'agis. Et si je ne peux pas agir sur une chose, je l'accepte. Je l'accueille. Et ça, c'est un travail mental. Bien sûr, j'ai besoin d'utiliser mon mental sur travailler, sur m'en convaincre. Et merci les expériences de la vie. Les fois où je tombe et je me relève, et je tombe et je me relève. Ça nous apprend aussi à persister, à ne pas se résigner, et à faire notre marche. Et à suivre notre chemin de vie. Il y a deux choses que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de rebondir par rapport à ce que tu as dit. Il y a cette volonté d'aller vers le bien-être qui, à un moment donné, nous fait fuir une partie de la vie. Tout à fait. Et qui, elle-même, pourrait être responsable sur un mal-être et un malheur qu'on est en train de créer. Tout à fait, merci. Ouais, tout à parce fait. qu'en fuyant le mal, on est dans le mal, en fait. On n'est pas en train de profiter. Tout à fait. Oui. Et puis, il y a cette notion de résistance, c'est-à-dire on résiste à tout ce qui est en train de se présenter. Et donc, en fait, au lieu de vivre cette expérience et laisser passer pour autre chose, on est en train de créer en quelque sorte un mur face à cette expérience et donc on la retient dans notre moment présent. Tout à fait. Elle dure. Et on a cette hantise par rapport à cette chose. Et justement, même le bien-être, on ne le vit pas sereinement. On est dans la peur que quelque chose, Alors que si je suis dans l'ouverture et que je ne m'attache à rien, si je perds du bien-être maintenant, ça s'en ira. Et s'il y a du mal-être là maintenant, j'accueille ce mal-être. Et ça me renvoie à l'intitulé de ce que tu fais, Pause Bonheur. Je ne peux pas ne pas y référer. Pour moi, le bonheur, je ne sais pas si c'était une de tes questions que tu allais... Vas-y, dis-nous. J'y vais. Mais pour moi, ce n'est pas linéaire. Oui. D'accord. Et ça rejoint un peu cette histoire de bien-être ou mal-être. Ce n'est pas linéaire, c'est des moments, c'est des pauses bonheur, c'est des instants de bonheur qui entrecoupent ma vie. Parce que si on était tout le temps high dans le bonheur, et s'il y a un tout petit malheur, la chute va être terrible. Mais si je suis j'accepte en fait ce mouvement d'équilibre, de recherche perpétuelle de mouvement entre bien-être, mal-être, quand on est assis comme ça, au bout d'un moment, je sens que peut-être ma cheville, mais heureusement, ça me donne un signal qu'il y a un inconfort. Soit je vais subir et je vais rester jusqu'à ce que ma cheville soit endolorie ou mon genou, soit je dis ok, c'est bon là, je change de posture. Et la chose qu'il y a, c'est que nous sommes des êtres, on s'entête sur les choses, et nous sommes des sociétés où on nous a appris à persévérer au-delà de nos limites. D'ailleurs, on dit « the sky's the limit ». C'est une formule qui me fait rire. C'est d'aller au-delà. Mais au-delà de quoi? La chose qu'il y a, c'est que, et je reviens au yoga, quand j'ai une personne qui me dit « je ne peux pas toucher mes pieds », ok, c'est pas grave. Exactement, ce n'est pas bien grave. Accepte. Et puis laisse la gravité faire. Et si on reste dans la posture, on va descendre de quelques centimètres, voire millimètres. Et je descends, et tout doucement. Et quand est-ce que j'ai du mal à... C'est quand je suis, comme tu as dit le mot, en résistance.
Si je suis dans la tête et que je dis, mais quand est-ce que je vais y arriver à toucher ces foutus orteils? Mais ils veulent pas. Mais comment fait l'autre? Et bien, tant que je suis dans cet exercice et je suis pris dans le piège du mental, blablabla, je ne suis pas concentré dans accepter ce qui est. Et plus j'accepte ce qui est, plus je vais me détendre. Et ça va se relâcher. Et encore et encore. C'est comme cette chose qui est devenue une abomination de nos jours, c'est l'insomnie. Est-ce que quelqu'un nous a appris à comment dormir? Non. J'ai travaillé, je me suis fatigué, je m'endors. Un enfant, ben, il est actif, actif, actif. Arrive un moment, boum, il tombe. Tombé de sommeil. Nos sociétés sont tellement malades, et n'ayons pas peur des mots, sont tellement malades que nous en perdons le sommeil. Qu'il y ait des spécialités de spécialistes en médecine du sommeil. Et il y a des recherches là-dessus pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça a fait, qu'est-ce qui a fait que ça... La machine a dégénéré, ça dysfonctionne. La chose, c'est que incapacité de gérer du stress, c'est pas d'éliminer, mais de gérer du stress. Et la chose, c'est trouver des éléments pour aider le stress, pour gérer par exemple des situations, et gérer aussi le stress. Mais la chose qu'il y a, c'est que si je n'y arrive pas seul, je peux demander de l'aide. Bien sûr. Et pour m'aider à faire une tâche. Et si je ne peux pas, dans cet emploi-là, par exemple, si on est dans la vie active, eh ben, voir mon chef, discuter avec lui. Là, comme ça, je vais droit dans le mur. Il peut te dire facilement, oui, alors, c'est pas mon problème, tu as cette tâche, parce que lui aussi a une pression dessus, etc., etc. Et en fait, c'est chacun fait subir la pression à l'autre. Soit j'ai un boss et qui est compréhensif et qui est intelligent surtout, c'est que à terme, je vais tomber malade, dépression, quelqu'un qui va manquer au poste. Est-ce que c'est ça qu'on veut, perdre du temps de travail, etc., etc. D'ailleurs, les maladies sont, les arrêts maladie sont, ça fait perdre la productivité. Bien sûr. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux de mieux gérer les activités? D'ailleurs, cette histoire de... je vais mettre en colère certaines personnes, les 35 heures. Pourquoi limiter le temps de travail? Si j'aime ce que je fais, bah, je pourrais même travailler 40 heures, 50 heures, 60 heures. Si j'aime. Si j'aime, bien sûr. Si j'aime. Le problème se positionne Et là, ça nous pose justement, est-ce que j'aime? Et d'ailleurs, je le dis souvent à mes élèves, allez faire autre chose. Allez siroter un verre de thé, une bière, ce que vous voulez. Mais si vous venez au cours juste parce que ceci, cela, parce que ça va m'aider à gérer mon stress et que vous ne le faites pas avec plaisir, c'est même pas la peine. Si vous le faites comme une corvée, c'est même pas la peine. Et ça vaut pour tout. Bien sûr, bien sûr. Ben, moi, je trouve que nous aurions sûrement besoin d'une deuxième partie à cette interview. Parce que dans toutes les discussions qu'on a à chaque fois, il y a énormément de choses à dire. J'ai envie aussi qu'on parle du rire et de l'émotion, mais je pense pour cette première partie, on va s'arrêter là. Allez, et puis, parfait. Parfait pour moi. On rebondira sur... Ça nous donnera une excuse de se revoir à nouveau. Voilà, tout à fait, exactement. Donc, je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose à la fin de cette interview. Oui. J'ai envie de partager quelque chose, c'est que le petit garçon, la petite fille, elle est toujours là en nous, en chacun d'entre nous. Et comment le retrouver, ou la retrouver? Par l'émerveillement. Par vivre l'instant présent, par le fait de faire les choses par amour et non par obligation. Ça, ce serait mon message à partager avec les personnes qui regardent tes vidéos. Super. Bah, écoute, Atman, je te remercie énormément pour cette belle pause bonheur. Ouais, bah, merci. Et puis, à très bientôt. À très très bientôt. Au revoir. Ciao.